Et voilà, mon bracelet à voyager dans le temps est terminé. Allez, balance le générique, c'est parti. Bon attends, d'où tu peux faire ça toi? Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour le Comédie raconte sa vie de juin 2020. Ça va être un gros mois, parce que cette fois j'ai pris des notes sur ce que j'ai fait, donc il va y avoir pas mal de choses à raconter. Je vous mets les timecodes dans le coin, sur le côté là-bas. Allez voir les parties qui vous intéressent. Il va y avoir pas mal de choses. Allez, première partie. Hey, on commence par la partie cinéma. Comme ça. Ce mois-ci, j'ai regardé pas mal de choses, étant donné que je suis dans un marathon de découverte des films Ghibli. J'ai commencé par Totoro, qui est bien loin du chef-d'œuvre que j'avais imaginé vu comment on m'en parle. Clairement pas mauvais. Très belle façon de traiter, pas vraiment du deuil parce qu'elle est pas morte leur mère, mais tu vois, de la façon comme ça. L'indépendance est très bien traitée. La campagne, très aussi bien évidemment. Mais je suis pas particulièrement touché par l'insertion du surnaturel qui n'aborde pas grand chose, si ce n'est qu'elle existe dans les enfants pour les aider, tu vois, et que beaucoup d'adultes les ont perdus, leur âme d'enfance. Donc, pas la grosse claque que je m'attendais, mais c'était sympathique. Alors, je vais faire rapidement que ça, sinon on en a pour 6 ans à peu près. Bref. Ensuite, pas un film. Le tombeau des Lucioles. C'est film fabuleusement culte. Et ben non plus, hein, comme Totoro, trop vendu. Je n'ai pas été particulièrement attristé par le film. C'était très bien, c'était bien construit. La relation fonctionne très bien, quand il faut l'indépendance des enfants, les horreurs de la guerre. Mais je sais pas, ça ne m'a pas touché particulièrement. Tellement que je prends un accent bizarre en le disant. C'est étrange, hein. Pourtant, je suis quelqu'un qui pleure comme une madeleine à la moindre occasion. C'est totalement faux. Mais là, je suis passé à côté, comme on dit. Mais encore une fois, c'est une très bonne découverte et je ne regrette clairement pas de les regarder. Hein. C'est des très bons films. Pas culte ni excellent, mais très bons. Peut-être parce que j'ai vu d'autres films depuis, hein. Sinon ils étaient sans doute révolutionnaires à leur époque, mais ça fait on prend en compte dans ma critique. Kiki la petite sorcière, c'était très mignon, je l'ai beaucoup aimé la voir à la tâche et essayer d'être indépendante. Surtout que en fait, son décalage avec le monde est très intéressant à voir. Parce que c'est une petite sorcière et elle connaît pas le monde normal des humains. Alors du coup forcément elle fait des erreurs et tout ça, mais elle essaie de le faire toute seule. Et c'est vraiment cool. Surtout que du coup son décalage se marque surtout avec les jeunes. Parce qu'avec les vieux, ça va, elle s'en sort facilement et rapidement. Mais avec les jeunes elle a plus de mal à se faire oublier. Et voilà, donc celui-là je l'ai préféré à Totoro et au Tombeau des Lucioles. Je me sens bizarre de le dire, tu vois, parce que ça me semble pas une opinion très connue, mais c'est une opinion. Souvenir goutte à goutte. Ouais. Et ben ça c'était en milieu de mois je dirais, et je ne m'en souviens plus trop. C'est une fille qui redécouvre la campagne et ça lui rappelle des souvenirs de jeunesse. C'est très vrai, mais un peu ennuyant. Pas de poésie, c'est très brut de pomme comme on dit. Je suis content de l'avoir vu, mais celui-là, franchement... Du coup, il y a Kiki la petite sorcière, je suis content d'avoir vu, et je l'estime beaucoup. Totoro et Tombeau des Lucioles que j'ai content d'avoir vu et que je reverrai volontiers. Et Souvenir goutte à goutte que je suis content d'avoir vu et c'est tout. Ensuite, il y a Porco Rosso, que j'ai beaucoup aimé découvrir. Il fait partie de mon top 2 des Ghibli pour l'instant avec Le Château dans le ciel. C'est pas oui. Grosse réussite, le personnage principal, qui n'a pas une vie facile mais s'en sort comme il peut. C'est très intéressant à voir. Un bel amour pour l'aviation, parce que, Ghibli je veux dire, parce que Miyazaki est très lié à l'aviation par son père. Pas mal de très bonnes idées. Ouais, je suis une fan. Pas mal de très bonnes idées. Non, franchement, j'ai rien à en redire. C'était très très intéressant, cette histoire. Puis les relations humaines qui lui touchent à Porco fonctionnent très bien, parce que franchement,
comprendre les humains n'est pas toujours facile, et on le comprend bien, même si on maîtrise parfaitement une activité et on peut être considéré comme un génie, tu vois. Je peux entendre l'océan. C'est une histoire d'amour. Le seul Ghibli qui est un direct ou DVD. Et bah ça se sent. Il n'y a aucune grosse volonté derrière. C'est pas pour autant un mauvais film, hein, c'est pas la peine d'avoir des énormes ambitions. C'est une petite histoire d'amour sympathique. Mais c'est pas ma préférée du studio. Par exemple, récemment, j'ai regardé Si tu tends l'oreille, qui m'a beaucoup plus parlé, et qui est basé aussi sur une histoire d'amour qui est naissante. On en parlera la prochaine fois. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dessus. Oui. Enfin, dernier film de cette liste, j'ai regardé Pompoko. Et c'est plutôt rigolo. Je m'attendais pas vraiment à être touché par des tanuki. Je vais voir cette phrase. Mais ça fonctionne. Il y a une belle histoire de valeur entre les anciennes et nouvelles générations. Une belle histoire de mystique, vu que les tanuki ont le pouvoir de se transformer en humain ou en objet. Et du coup, le fait d'y croire ou pas, c'est intéressant. Oui. Mais voilà, encore une fois, genre, pour l'instant, la plupart des films de Studio Ghibli, ils sont très bien, mais il manque un petit quelque chose à chaque fois qui me fait dire « Ah, oui, c'est le meilleur moment de ma vie !» Sauf pour Polkoroth et pour Le Cheveu dans le ciel. C'est un peu fait. Donc je vous conseille vraiment de vous jeter sur les studios Ghibli, si vous les avez pas vus. De m'incendier, si vous les avez vus et que vous les aimez et que franchement je les estime pas à leur juste valeur. Et sinon, avant de brûler, n'hésitez pas à aller voir les autres parties de cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau film, et dans la suite, pour d'autres parties. Nous attaquons la partie jeux vidéo. Ce mois-ci, j'ai terminé Fire Emblem Three Houses ainsi que son DLC. Le jeu est très bien, notamment quand j'ai fait la première voix, mais il est furieusement long, terrible. J'ai beaucoup aimé l'idée d'avoir une ellipse, donc c'est-à-dire qu'on suit des jeunes à l'école, puis d'un coup il y a l'ellipse et paf, la guerre, le deuil, les drames, le fait de devoir se battre contre des autres qui en a fait court, c'est très intéressant. Mais devoir faire 3 fois tous les chapitres de base, c'est méga relou. Pour des nuances pas si flagrantes à la fin, dans la deuxième partie. Donc bon, au fur et à mesure des parties, mon plaisir s'est écroulé petit à petit. Surtout qu'en plus j'utilisais des méthodes plutôt étranges pour le faire, donc c'était rigolo. Voilà. Et le DLC, apporte quelques nouveautés dans les combats plutôt sympathiques. Une idée de trahison, quelques développements supplémentaires pour le personnage principal. C'était cool. Alors pourquoi ça dure que 7 chapitres alors qu'on avait eu des parties à refaire 40 fois? Je sais pas, c'est dommage. Très bon jeu, mais trop long. Franchement, Fire Emblem Three Houses, aucune chance que je le refasse. Mais est-ce qu'il y a besoin de le refaire pour que ce soit bon? La question mérite d'être posée. Et ensuite, j'ai fait le DLC... Oh, sinon, je fais que des DLC qu'on aurait mis... Attends, ta gueule. Le DLC de Pokémon épée. J'ai commencé par faire la quête des Trio Pickers, qui n'a aucun sens de commencer par ça, mais ça me faisait explorer et j'aime bien l'exploration. Ensuite, j'ai fait le Pokédex, parce que j'aime bien l'exploration. Et ensuite, j'ai fait le scénario, qui ne vaut pas grand chose, mais comme j'avais déjà tout visité et tout, c'était sympathique. En plus, il y a quelques idées qui fonctionnent. Genre par exemple le fait de devoir réfléchir et découvrir des Pokémon de leur habitat naturel. C'est pas très développé, mais c'est sympathique. Franchement, c'est pas trop mal. Je m'attendais pas forcément à mieux, pas forcément à pire, je m'attendais à rien et... C'était très bien. Moi j'aime bien ce DLC de Pokémon. J'attends le deuxième, avec une impatience là. Et j'attends mon impatience avec une impatience là. C'est vous dire à quel point j'estime ce prochain DLC de Pokémon. Ah, j'ai oublié de parler d'un jeu vidéo. Donc compilation, je vais le faire comme ça. J'ai également fini D3 Become Human. C'était excellent. J'ai adoré faire la vaisselle en glissant mon doigt sur le palette tactile de la PS4. Non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Non, c'était plutôt rigolo le fait de jouer à un jeu interactif, c'est parfois que je le fais. Et franchement, c'était sympa.
Je suis même dégoûté d'avoir tué un de mes personnages de manière naze au milieu du let's play. D'ailleurs, le let's play est sur la chaîne, qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez aller le voir là. Et franchement, vu que j'ai envie de refaire le jeu, pour offrir une meilleure fin à Kara, que j'aime beaucoup, et pour découvrir d'autres trucs pour Connor et Marcus, débile, et ben c'est une réussite. J'aime bien le gameplay, j'aime bien l'histoire, j'aime bien le fait qu'on ait plusieurs choix et que du coup il y ait plein d'histoires en fait. C'est très bien, j'adore les jeux comme ça je pense, et je vais en refaire un jour peut-être parce que j'en ai pas d'autres, mais Aïe! On se retrouve le mois prochain pour parler à nouveau de jeux vidéo, si bah, ce que je fais le permet. Sinon, on se retrouve dans une autre partie. Allez, on fait comme ça. On est sur la partie série, et je n'ai terminé qu'une seule série pendant le mois de juin. C'est la saison 3 de Viking, que j'avais commencé en août dernier. Donc c'est un temps plutôt logique et agréable pour regarder une saison, je pense. Je sais pas, la vérité c'est que j'ai regardé 4 fois l'épisode 1 de la saison 3, je crois, et que je ne suis jamais allé plus loin, donc je sais pas, j'étais pas chaud. Et là, bah voilà, je me suis lancé. Et le 1 fait une partie de mes préférés, à force de le revoir, je l'ai beaucoup aimé. La saison me plaît très très fort, jusqu'à ce qu'on arrive à Paris. Jusqu'à l'épisode 6 ou 7. Parce qu'il y a le thème de la religion, qui est très présent et qui fonctionne très bien. Le thème des alliances avec Egbert, qui est un ennemi très cool et avec tout plein de faux semblants, j'adore le principe. Et même quand la partie religion s'achève parce qu'un de ses porteurs décède brutalement, et ben je suis déchiré quand même, alors que j'ai aimé ce personnage, mais la mort n'a pas eu. Par contre, le personnage que je n'aime pas de la série, donc Ragnar, lui est triste, et là ça m'a eu. Donc rien que pour ça, grosse pensée au personnage qui est mort. Voilà. Et par contre, une fois à Paris, c'est giga chiant. Les scènes de bataille dans Viking, elles sont nulles. Waouh, aucun intérêt, aucune présence, rien. Donc c'était très long, ces 3 épisodes de siège sur Paris. J'avais pas grand chose de comment raccrocher. Et surtout, le dernier épisode m'a fait hurler de rage. Parce que j'étais grave... Ça a niqué tout le travail de la saison. Ragnar se sert de sa maladie et du fait que son ami soit mort pour se faire baptiser et donc être tout lié au christianisme. Et il se sert de ça uniquement pour pouvoir rentrer dans Paris. Je trouve ça horrible alors que tout était parfaitement écrit jusque là, niveau amitié avec Telstan, niveau chrétienté et tout. Je trouvais ça débile au possible. Et du coup, ça m'a donné encore plus de raisons de détester Ragnar, que je déteste. Du coup. Donc j'ai quand même hâte d'arriver à la saison 4, justement parce que je déteste Ragnar. Mais en même temps, je suis pas spécialement pressé parce que bah, niveau bataille, c'est pas ça. Alors que le reste est excellent. Voilà, c'est absolument tout pour la partie série, j'ai terminé que ça. On se retrouve le mois prochain peut-être, si mon emploi du temps le veut bien. Et sinon, on se retrouve dans une autre partie. Il reste que la partie manga de toute façon, donc here we go. Et on est parti pour la partie manga qui va durer 6 années et demie. Parce que j'ai eu des milliards de choses. Tout d'abord, le tome 30 de l'Atelier Titan, qui est ici. Grosse réussite. La série n'est clairement pas à son coup d'essai. Elle a redéfini plusieurs choses plusieurs fois. Par exemple, l'univers, tout simplement. Les ennemis. Et là, elle redéfinit le personnage principal, qui est bien loin de ce que les gens se plaignaient, c'est-à-dire de la victime qui subit. Bien loin. Donc, grosse réussite thématique. J'ai adoré ce que ça en a fait. La confrontation entre les deux frères Jäger fonctionne très bien. Notamment le jeu autour de celui qui mène la danse. Et franchement, je ne demande qu'à voir la suite. Ensuite, j'ai fini ma lecture de Deadman Wonderland. Et la fin est un peu moins pire que ce que je me souvenais. Je l'ai un peu plus accepté en tout cas. C'est toujours pas la panacée, mais c'est un peu mieux. Voilà, je vois que c'est tout ce que je vais dire sur ça. Deadman Wonderland, franchement, ne me fait pas kiffer plus que ça. C'est un peu une horreur quand même. Surtout Shiro, je déteste ce personnage, il est vraiment très mal écrit. Oh là là. J'ai aussi relu Le Protectorat de l'Ombrelle pour un article qui sort l'année prochaine, je crois. Et bah, ces 3 petits tomes, ça vaut pas grand chose. C'est une adaptation de roman. J'aimerais bien avoir les 2 derniers, mais bon, bah, ça c'est qu'un roman.
On a une petite histoire d'amour, avec une petite histoire d'enquête, avec des animaux surnaturels de type vampire et loup-garou. L'ensemble fonctionne bien, c'est sympathique. Je vous conseille de tester au cas où si vous trouvez. J'ai relu Kid I Luck, j'aime beaucoup. Le fait de se donner autant à fond dans l'humour, c'est ça qui me gêne. De se donner autant à fond de l'humour pour aider une amie me parle beaucoup, pas vraiment, parce qu'on dirait que je suis cette histoire, mais pas du tout. Mais en soi, si, ça marche, ça fonctionne. J'aime beaucoup la construction des 3 tomes, c'est prévu en 3 tomes, ça fonctionne. Il y a un traître, il est bien traité, j'aime beaucoup le fait que le personnage principal aille vraiment au bout de ses idées, même quand il n'est plus soutenu, même quand c'est à l'encontre de ce qu'on lui demande de faire, de ses convictions et tout ça, c'est très très bien. Rien d'autre à dire. Ensuite, Chainsaw Man tome 2. Le cul. Grosse réussite qui m'a fait adorer la série. Le tome 1 m'avait plutôt mitigé et celui-là est parfait. On a un gros traitement inverse du héros, par exemple quand il défonce une voiture habitée quand il lance dessus. On a des belles réflexions sur les rêves, sur le fait de les réussir et du vide que ça laisse. Sur le fait qu'il n'y ait pas de rêve, plus grand qu'un autre. Ça peut paraître débile, mais c'est très très intelligent et j'aime beaucoup. En plus, ensuite, ils arrivent dans un hôtel où ils doivent survivre et où ils commencent vite à paniquer. Et c'est plutôt rigolo quand c'est une équipe comme ça. Parce que l'équipe est menée par 2 chefs Il y a 2 chefs, et chacun des 2 chefs a 2 nouveaux. Et donc, ben, ça fonctionne très bien. Parce que... on apprend que la chef fille a peur de perdre le chef garçon, parce qu'elle a pas eu tous ses copains, tout ça. Bref, c'est une très bonne découverte ce deuxième tome. Tome 3 du Samurai 8. Je suis deg que ça fasse que 5 tomes, parce que moi j'adore cette série. On a une grosse réussite par la personne des 2 nouveaux personnages, là, de Kotsuga et Ryu, si je ne m'abuse. Que je vérifie. Kotsuga et Ryu, exactement. Parce qu'ils permettent un bel entraînement pour Hachimaru. D'ailleurs, Hachimaru évolue très bien dans ce tome, grâce à ses 2 entraînements et à tout ça. Il devient de plus en plus le héros qu'on attend de lui, et c'est très bien construit. Ça prend son temps, évidemment, mais c'est normal pour une épopée galactique qui paraît aussi grande. Et chez One qu'il reste que 2 tomes, ça ne pourra jamais finir correctement. Il y a full potentiel, je suis vraiment déçu que ce soit arrêté. J'ai relu Bestiarius de Kakizaki, mais quel délice, bien évidemment. L'épopée romaine, j'aime cette époque. La mythologie, j'aime cette histoire. Le dessin est ouf. La création de héros est ouf. La construction de scénario est étrange, mais est finalement très très bien. Nous avons un beau combat pour ce qui est important pour nos personnages principaux. Lisez Bestiarius, hein. Je l'ai relu, mais lisez-le. Le tome du 8, je veux dire 3, je suis un peu con, du spin-off de My Hero Academia Vigilante, My Hero Academia Illegals, super long comme nom. Ça marche très bien. Casse-toi, toi. Ça me gêne un peu, parce qu'on a le flashback de Aizawa, qui commence avec ces personnages-là. Et quand on connaît des bruits du futur, on se doute un peu vers où ça se dirige, et je trouve ça bizarre d'avoir un personnage aussi important en flashback dans ce spin-off. Donc là, je commence à me questionner sur l'utilité et le fonctionnement de ce spin-off, alors que jusque-là, c'était excellent au niveau expansion d'univers. Que je feuillette vite fait. On a un beau combat entre Knuckle Duster et bah lui. Bon, voilà. Ça fonctionne très bien leur volonté maître-élève, surtout comparé à celle avec Koichi. Très bon tome, mais ça commence à me questionner sur l'avenir de ce spin-off. Mayami Hero tome 8, l'enquête avance pas avant, parce qu'il n'y a pas d'enquête. Le premier chapitre m'a marqué, parce qu'il y a un méchant qui est vraiment perdu de ce qu'il doit faire, et sa fin est terrible. Sinon, tout le tome est concentré sur Reika, qui agit par elle-même, et ça me plaît beaucoup. Surtout qu'en fait, du coup, elle se met en danger à cause d'un des mecs qui l'avait approché il y a 2 tomes, à peu près. 2 ou 3. Et c'est furieusement bien construit. Je m'attendais pas à les voir en action. Et oui, bon, ça a coupé la fin de Mayami Hero, mais je disais que c'était très bien, que je m'attendais pas à ces personnages en avant. Que j'étais très intrigué par celui qui suit le personnage principal, et que j'attendais la suite avec impatience. Ensuite, j'ai relu Hideout, le one-shot horreur de Kakizaki. C'est le manga horreur que j'ai lu, et c'est très bien.
Kakizaki a un trait très marqué, donc ça marche très bien en horreur. Le scénario est pas excellent, mais l'angoisse y est, le ressort cyclique y est, le mystère de la situation y sont. Nickel. Je vous conseille de tester Hide Out. J'ai lu un autre one-shot, qui est une compilation de 2 tomes. C'est un one-shot de 2 tomes, donc c'est pas un one-shot. Donc, Un monde formidable de Urasawa. Non. Aïe. Un monde formidable de Asano. Et bon, ça m'a un peu plus marqué qu'à la première lecture, mais c'est toujours pas ça. Hein. On ressent bien les thèmes de l'auteur, comme la vie, toute simple, ses problèmes, le passage à l'âge adulte. Mais c'est assez maladroit, il n'y a pas de fil rouge, donc ça manque un petit quelque chose. Mais dans l'ensemble, c'est clairement pas mauvais, et je suis bien content de l'avoir, et d'avoir mon premier Asano dans la Mangatech. Ceci, c'est clairement pas mauvais, il y a eu un très bon passage sur Escanor forme nuit, ce qui change, parce que d'habitude on l'a tout le temps en forme jour. Et là, on l'a vu méga badass, pas physiquement, mais caractèrement. Voilà. On a Z Doris, qui est pas trop mal aussi, parce que... parce qu'il fait bien Prince en détresse. Et surtout, on apprend qu'il a toujours voulu être comme son frère, mais qu'il était toujours plus bridé que son frère, et c'était vraiment sympathique. Par contre, au niveau du combat, c'est exactement la même chose que Around précédent, sauf que j'en ai vraiment rien à foutre du roi des démons. Alors qu'ils sont père et fils, tu vois, il y a pas plus de ce ressentiment derrière. De l'autre côté, ils se battent contre un Indra qui n'a aucune forme ni rien, donc niveau intérêt, c'est encore pire. Mais je ne sais pas si c'est le précédent ou celui-là qui est le trop, mais en tout cas, il y en a un qui est de trop, c'est sûr. Parce que bon, pour aussi la même chose. Surtout que Midas apprend la même leçon, qui est de faire confiance à ses amis et de pas tout porter sur ses épaules tout seul. Donc c'est con de se perdre un peu comme ça vers la fin. Mais ça va, c'est le premier tome qui m'a quelque peu déçu, je suis même pas sûr que ce soit vraiment celui-là, mais juste par le fait qu'il rend un ancien obsolète. Donc ça va, c'est pas si terrible. On parlait d'Asano il y a quelques instants, parlons maintenant d'Urasawa, avec le tome 2 d'Asadora. C'est excellent comme série, bordel. Niveau mystère, c'est très bon. Niveau saut dans le temps, c'est très bon. Niveau personnage, surtout, c'est très très bon, putain. La relation entre les personnages principaux, un bonbon. En plus, du coup, on a les personnages qui grandissent déjà. On a plein de mystères, de tensions et tout ça. On a Asa qui apprend à conduire un avion, et c'est très bien ficelé. Je ne sais pas vraiment à quoi on se dirige, mais en même temps, c'est ça Urasawa. Donc, une réussite. Ensuite, j'ai lu ça. Le tome 22 ne m'intéressait pas du tout. Je n'avais rien à foutre de cette sorte d'entraînement entre la classe A et la classe B, ça apportait rien du tout au personnage, ça faisait même revenir en arrière pour certains pour les faire avancer derrière. J'étais très peu convaincu. Et là, même si on apprend les choses sur le One for All, si je ne m'abuse, oui, et bien c'était pas intéressant non plus. Par contre, quand on est passé du côté des vilains, là, j'ai fait parce que c'était bien construit, c'était intéressant, c'était pertinent, ça fonctionnait, il y avait du rythme. Bravo! Que ça, on peut s'attacher aux ennemis. On découvre qu'il y a des gens anti-Altur. Il y a un front pour libérer les gens qui ont des Altur. C'est stylé, tu vois. Un très bon tome qui relance la machine correctement. Après un tome mauvais qui faisait suite à 10 tomes excellents. Donc bon, Macha a quand même une bonne forme. Ensuite, j'ai lu Full Metal Alchemist Star Edition tome 3, qui est splendide! Regardez-moi ça! Mais le tome 3 m'a quelque peu déçu. J'ai mis quelques réserves, notamment sur la mort d'un personnage important. Important, pas trop. Parce que Arakawa a la fâcheuse tendance de les mettre en avant juste avant qu'ils meurent, donc ça fonctionne moyen niveau attachement et niveau tristesse à leur mort. Le deuil derrière fonctionne un peu mieux, ça c'est sûr. Et ensuite, comme j'avais pas besoin d'être soigné après cette blessure, j'ai trouvé le petit moment de calme derrière trop long. Mais par contre, il y avait des moments très intéressants, comme à la fin, ça met Winry en avant, parce qu'elle est dans son élément, sur les automiles, du coup ça fonctionne très bien. Et on a une petite bagarre entre Ed et Al, et qui n'est pas idéale, parce que Al se pose la question de s'il existe vraiment, s'il n'a pas été créé par son frère et tout ça. Et c'est plutôt intéressant de se poser ça comme question, et oui. Ensuite, j'ai lu les 2 tomes bien lourds de Parasite, édition originale, tomes 2 et 3. C'est génial.
C'est une série culte qui date d'il y a longtemps. Je suis bien content de la découvrir cette édition. Franchement, le personnage est une belle réussite. À perdre son humanité comme ça, il la perd mais pas vraiment, on sait pas trop comment ça se dirige, c'est plutôt très rigolo. Il y a d'autres personnages autour qui fonctionnent très bien également. Il y a un drame qui donne une nuance très importante pour le personnage principal, et le fait de se questionner quand même sur sa condition humaine. Et surtout, bah, ces autres parasites qui me font kiffer à chaque fois. Ils sont beaucoup trop rigolos à utiliser des méthodes horribles ou à apporter de nouvelles thématiques. Franchement, je ne sais pas quoi dire de plus, mais il faut lire ça. Ensuite, j'ai profité d'un pack découverte de Kurokawa avec un tome acheté, un tome offert, pour commencer à découvrir Mob Psycho 100, Mob Psycho 100, que je préfère à One Punch Man dans ces deux premiers tomes, largement. La thématique du gars banal qui a des sphères pouvoirs extrêmes est vachement mieux traitée ici, notamment grâce au personnage de son maître, qui est vraiment super rigolo et un vrai arnaqueur, mais qui fonctionne très bien. La confrontation non physique contre un autre qui a des pouvoirs fonctionne bien, contrairement à la confrontation physique. C'est très drôle cet affrontement d'idéaux et d'univers qu'il possède. Mais franchement, Mob Psycho, entre l'animé qui est magnifique et ça qui fonctionne très bien niveau thématique et niveau construction, ça vaut large le coup. Mob Psycho 100 n'était pas la seule œuvre dans Paille Découverte. Ensuite, j'ai lu ceci qui vient conclure l'arc du train qui était excellent. On a un bon traitement de la victoire. C'est pas parce qu'on meurt qu'on perd, c'est pas parce qu'on survit qu'on gagne, et notamment quand on est traité comme ça par son maître. On a un très beau traitement du deuil, que ce soit pour les personnages principaux qui doutent, qui se demandent comment ils peuvent être aussi faibles, comment ils peuvent rater des choses comme ça. Et encore une fois, je suis la famille de la victime, parce qu'ils sont vraiment touchés, même s'ils le montrent pas au début, mais c'est ça qui est encore plus terrible. Un tome de feu. Je suis trop marrant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, parce que c'est juste excellent quoi. Lisez Demon Slayer, et ne croyez pas ceux qui disent que c'est surcoté, parce que de 1 c'est vrai à dire, et de 2 bah c'est quand même con. C'est juste qu'ils sont jaloux ou débiles, enfin ils aiment pas quoi, ça arrive. Mais dites pas que c'est surcoté, ça n'a aucun sens. The 4 Essential Quintuplets tome 3. L'amour brille sous les étoiles, j'ai envie de dire. Bah ça marche. Je suis un peu moins emballé que par les deux premiers tomes, mais ça fonctionne très bien. On essaye de rallier Ichika. On essaie de rallier Itsuki et Nino, de manière plutôt intéressante pour Itsuki. C'était pas évident. Nino, bah c'est moins intéressant, parce qu'elle était déjà là, en fait. Voilà. Mais surtout, on commence à voir apparaître une sorte de jeu de dupe en mode les quintuplets avaient changé leur rôle. On le voit à 3 reprises. Quand Nino s'est passé pour quelqu'un d'autre pour récupérer des informations, quand ils font passer Itsuki pour quelqu'un d'autre pour pouvoir parler plus tranquillement, et qu'ils sont tous passés pour Ichika. Ça va pas Ichika. Ils sont tous passés pour Yotsuba pour pouvoir entrer à l'examen. Puis en plus, c'est le premier examen qui arrive, et une petite tension avec le papa, c'était un très bon tome. Pas mon préféré, mais un très bon tome. Tome 12 de Platinum End. Tome 2 de Platinum End. La deuxième partie est plus intéressante que la première, ça, évidemment. Mais bon, je suis pas fan des personnages, sauf du professeur Yoneda qui est apparu dans le tome précédent, et qui me plaît terriblement. Niveau thématique, ça passe, il y a mieux. Enfin, qu'est-ce que je raconte? C'est très intéressant d'avoir ces réflexions sur les dieux, sur le fait de les accepter ou pas. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est assez plat, assez mou et tout ça, mais j'aime bien. Je savais pas expliquer pourquoi. J'aime bien Platinum End. C'est très lent et pas forcément passionnant. Mais là, il y avait Yoneda et les réflexions sur les dieux et tout ça, donc ça m'a suffi pour que ça soit bien. On termine par Dr. Stone, tome 10. Ça se repose beaucoup sur ses lauriers. On a la fin de la guerre des cailloux. Ça fonctionne plutôt bien, mais si je suis pas fan de la bataille, faut changer. Mais niveau amitié entre Senku et Tsukusa, c'est pas trop mal, donc ça relève le niveau.
Leurs discussions sont très intéressantes. Et la thématique du prochain arc fonctionne très bien, entre exploration et découverte, pour découvrir le secret de la pétrification. Le secret de la pétrification. On a un nouveau personnage qui apparaît, qui fait apparaître l'argent, qui m'amuse beaucoup. On a une visite du ciel qui est très présente. Mais sinon, au milieu, ça se repose beaucoup sur ce laurier, c'est... moyen, ça m'inquiète un peu, ce développement personnage, tout ça, il n'y a pas grand chose. Puis surtout, dès qu'on en a pas besoin, ils disparaissent, c'est un peu embêtant. C'est pas trop mal, mais c'est pas un gros kiff comme on peut l'imaginer. D'ailleurs, ce mois-ci, je me suis aussi fait interviewer par un collègue blogueur. Voilà. Du coup, sur WordPress, je cherchais le travail de Papa Lecteur, c'est lui qui m'a interviewé. Voilà. C'est tout pour Partie Manga, on se revoit le mois prochain. Je n'en peux plus. Et je vous laisse avec l'outro. Allez. Bye bye les boys. Et du coup, c'est comme ça que t'es venu du futur. Avec un bracelet jaune fluo qu'on n'a pas vu une seule fois et qui peut se camoufler pour qu'il ressemble à ta peau. Ok, pourquoi pas. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que je suis le premier que tu viens voir? Ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Évidemment, c'est le premier. Oh que non, Komorebi. Il y en a eu bien plus que tu pourrais imaginer. Vous allez encore me couper là?